Bonsoir. Dans les dernières leçons, nous avons esquissé une conception du socialisme moral comme système social et politique capable de réaliser la liberté. Et cela a soulevé deux questions. Premièrement, qu'est-ce que la liberté? Et deuxièmement, comment exactement le capitalisme la détruit-il? Nous avons déjà abordé la première question en revenant à une tradition importante en philosophie qui soutient que, contrairement aux autres espèces, les humains expérimentent la liberté en lien avec la responsabilité morale. Selon cette conception, comme nous l'avons vu, la liberté a une composante à la fois interne et externe. La liberté interne est la liberté requise pour penser ce qui est juste. La liberté externe est la liberté requise pour faire ce qui est juste. La liberté qui nous permet de faire ce qui est juste, je vais l'appeler liberté de décision. J'utilise le terme décision pour la distinguer du choix. Et je comprends le choix comme la capacité de sélectionner entre différentes options. L'argument que je vais développer dans cette leçon est que le capitalisme détruit structurellement notre liberté de décision, même s'il semble respecter ou même élargir notre liberté de choix. Dans ce qui suit, je définirai le capitalisme comme une structure sociale caractérisée par la propriété privée des moyens de production, la vente de travail en échange de salaire et la poursuite du profit comme motivation centrale. Marx, Weber, Schumpeter, Rawls, Hayek, ils seraient tous d'accord avec cette définition. Alors j'espère qu'elle ne va pas être controverse. Pour comprendre pourquoi le capitalisme sape la liberté de décision, il faut revenir à l'idée que la liberté est ce que nous expérimentons au moment où nous ressentons une responsabilité morale, lorsque nous nous demandons ce que nous devons faire. Être libre, selon cette idée, ce n'est pas faire tout ce qui nous passe par la tête, mais être capable de prendre une distance critique par rapport à nos passions, nos intérêts, nos envies, et nous demander s'ils sont raisonnables, s'ils reflètent ce que nous pourrions appeler une pensée éclairée, ou ce que Adam Smith, non pas le Smith de la richesse des nations, mais celui de la théorie des sentiments moraux, appelle, et je cite, « l'habitant du sein, l'homme intérieur, le grand juge et arbitre de notre conduite ». La littérature et l'art regorgent d'exemples qui expliquent cette intuition. Alors pensez à Don Giovanni. Dans l'opéra de Mozart, il nous est présenté comme un personnage dont la passion pour la séduction s'avère être non pas libératrice, mais un cas de tyrannie des instincts. Ou pensez à un autre exemple très familier, la nouvelle de Charles Dickens, Un chant de Noël. Elle commence en nous parlant d'Ebenezer Scrooge, un personnage qui trouve Noël oppressant et pense que l'accumulation d'argent est la liberté. Je vais citer de cette nouvelle « Qu'est-ce que le temps de Noël pour vous ?» demande-t-il à son neveu Fred. Sinon, un temps pour payer des factures sans argent, un temps pour vous retrouver un an plus vieux, mais pas une heure plus riche. Mais après, à la fin de la nouvelle, Scrooge découvre que sa passion pour l'argent n'était pas la liberté, mais l'addiction, qu'il a raté des choses objectivement plus précieuses comme la communauté, la solidarité et la connexion humaine. Alors cette capacité de prendre une distance critique par rapport à nous-mêmes et à nos préférences immédiates est un aspect central de la différence entre liberté apparente et liberté authentique. Je suis authentiquement libre, non pas dans la mesure où je peux choisir entre différentes options, c'est la liberté de choix, mais dans la mesure où mes décisions sont prises d'une manière qui est libre de la peur, du besoin, du biais, du préjugé, de la manipulation
et ainsi de suite. Et c'est ce que j'appelle la liberté de décision. Et pour revenir à Adam Smith, la liberté de décision est ce qui me permet de canaliser la personne, l'homme intérieur, dans ma décision de poursuivre des fins dans une prise de distance réfléchie par rapport à mes impulsions immédiates ou à mes choix immédiats. Or, je pense que cette liberté de décision, c'est exactement ce que les structures capitalistes détruisent. Pour commencer à expliquer cela, réfléchissons aux tensions qu'il y a dans l'expérience de la liberté en explorant de différentes façons dont nous en parlons. Ou, pour le dire autrement, commençons par penser au contraste entre la notion de liberté de décision, qui est au cœur de mon analyse, et la façon dont les structures capitalistes sapent cette liberté en la confondant avec la liberté de choix. Alors, considérez l'exemple de la liberté de mouvement et pourquoi elle est si controversée dans le discours politique. Lorsque J.D. Vance et Donald Trump appellent à une répression de l'immigration, ils voient le problème de l'immigration comme un problème de choix. Le choix d'aller d'une place A à une place B, qui est fait dans un contexte d'un cadre institutionnel sur la base duquel ceux qui traversent les frontières de manière non autorisée agissent mal. Pourquoi? Les migrants irréguliers, pense-t-il, enfreignent les règles, passent devant la file, s'imposent unilatéralement dans une communauté d'accueil, mettant à rude épreuve les ressources des États libéraux, et, en d'autres termes, ils font des mauvais choix, étant donné les règles institutionnelles dans lesquelles d'autres choix sont aussi possibles. Selon mon idée de liberté de décision, le problème posé par la migration n'est pas le choix d'aller de A à B, mais comment il correspond à la capacité de fixer et de poursuivre des objectifs justifiés dans un monde où tous ont la même capacité. Alors, vous vous souvenez de la liberté relationnelle dont nous avons parlé. Ici, les contraintes structurelles jouent un rôle crucial pour activer ou désactiver l'exercice de cette capacité. En fait, si vous voyez le problème de la migration comme un problème de choix, Vance et Trump, ils pourraient avoir raison. À un niveau très superficiel, le migrant qui paye un passeur pour traverser la Méditerranée a effectivement la liberté de choix. En d'autres termes, il peut choisir entre différentes options. Rester chez lui, payer quelqu'un pour traverser la mer sur un canot pneumatique, demander le visa et attendre de voir s'il l'obtient, ou autre chose. Donc, il n'a pas un seul choix, mais 4. Mais ce migrant a-t-il la liberté de décision? Ce migrant peut-il fixer et poursuivre des objectifs justifiés dans le monde? Alors, une analyse correctement reformulée de la liberté de mouvement, comprise comme liberté de décision, dirait ce qui suit. Le problème de la migration irrégulière n'est pas qu'elle reflète un choix répréhensible, comme le diraient Vance et Trump, mais ce n'est pas non plus que l'exclusion à la frontière voile un droit inconditionnel à la liberté de mouvement, par lequel le choix de traverser doit être prioritaire parmi les autres 4 options. Le problème doit être soulevé dans un contexte où nous réfléchissons à notre liberté de décision. En d'autres termes, la décision de se déplacer est prise dans un cadre de règles de fond qui peuvent entraver la liberté de décision des migrants. Et, pour le dire encore plus simplement, si j'ai faim, si je manque de sommeil, si je crains pour l'avenir de mes enfants, il n'y a aucun contexte dans lequel je peux poursuivre mes objectifs justifiés sur la base de la boussole morale de l'homme antérieur, c'est-à-dire faire ce qui est juste.
En d'autres termes, j'ai un problème concernant ma liberté de décision, même dans un contexte où on peut apparemment exercer la liberté de choix. Pendant le Covid, pendant les semaines où 22 millions d'Américains ont perdu leur emploi, la richesse des milliardaires américains a augmenté de près de 10%. Au Royaume-Uni, les personnes noires étaient 4 fois plus susceptibles de mourir du Covid que les personnes blanches. La charge associée à la garde des enfants, des personnes âgées, a rendu le retour au travail beaucoup plus difficile pour les femmes à faible revenu. Pendant le confinement, l'écart de la réussite entre les enfants issus de milieux pauvres et les autres a reculé de plusieurs années. Les conséquences psychologiques à long terme de la crise, y compris l'anxiété et la dépression, ce sont les personnes pauvres qui l'ont ressenti le plus fortement. Et ne parlons même pas de la question de l'accès aux vaccins et aux équipements de protection sanitaire et des énormes asymétries entre les zones du monde les plus riches et les plus pauvres. Mon pays, l'Albanie, qui est juste à la périphérie de l'Union européenne, on a fait la triste expérience pendant la pandémie. On nous demande de faire les mêmes sacrifices, mais les institutions ne prennent pas les mêmes responsabilités. Dans le monde capitaliste, la liberté de décision est vouée à souffrir de la façon dont la richesse interfère dans le contexte où les choix sont faits. Pensez à Elon Musk, qui n'est même pas citoyen allemand, et à l'influence disproportionnée qu'il a eue dans le débat sur la dernière élection allemande, sa voix portée de manière disproportionnée par rapport, disons, à la voix de Fritz de Bavière. Et pensez aux fonctions autrefois essentielles de l'État, d'infrastructures de défense critique et de la technologie de surveillance. En juillet 2025, 75 contrats d'approvisionnement de l'armée américaine et un contrat de 10 milliards de dollars, l'un des plus importants de l'histoire militaire américaine, ont été remis à Palantir Technologies de Peter Thiel, un homme qui ne pense même pas que la liberté et la démocratie sont compatibles. Si nous ne repensons pas ce qu'il faut pour réaliser la liberté de décision, la relation des citoyens aux institutions politiques se brise. Les institutions ne canalisent que la voix des plus forts, de ceux qui ont des données, de l'argent, des armes ou une combinaison de tout cela. J'étais récemment à un dîner en Albanie et je parlais à un représentant de haut niveau du gouvernement albanais et je lui ai demandé « Mais je ne comprends pas pourquoi nous avons cette taxe ridiculement basse en Albanie et pourquoi nous n'avons pas de syndicats appropriés qui peuvent défendre les droits des travailleurs. » Et je lui dis « Écoutez, le pays entier il est dominé par les oligarques, les travailleurs quittent le pays parce qu'ils ne gagnent pas assez et ensuite les conservateurs au Royaume-Uni, où j'habite, se plaignent des migrants albanais qui traversent la frontière illégalement sur des petits bateaux. » Il m'a répondu, disant que tout ça était pertinent, mais que s'il taxait trop, les entreprises iraient en Serbie et que s'il n'avait plus assez d'investissements, l'État ne pourrait même plus financer les soins de la santé, l'éducation, les travaux d'entretien des infrastructures et les services sociaux minimaux qui fournissaient encore. Il ne pourrait pas non plus rembourser sa dette de manière à maintenir sa crédibilité vis-à-vis des indices financiers, des agences de notation du marché et d'autres. Et puis, il a regardé l'homme d'affaires de haut niveau, assis à côté de lui, à la même table, et il m'a dit « Madame, ne me demandez pas à moi, je ne suis pas le patron. Demandez à lui, c'est lui le vrai patron. » Alors, à ce moment-là, je me suis tournée vers l'oligarque albanais et j'ai demandé « Mais pourquoi ne payez-vous pas vos travailleurs correctement? Et pourquoi ne laissez-vous pas l'État vous taxer sans menacer d'aller en Serbie ?»
Et il m'a répondu, mais écoutez, j'aimerais beaucoup faire ça, mais cet environnement, c'est difficile là-bas. La productivité diminue, le Covid a été un désastre, et si je fais ce que vous dites, je ne ferai aucun profit. Et si je ne fais pas assez de profit, je ne pourrai pas innover, et si je n'innove pas, je ne pourrai pas suivre le rythme du changement, et je ferai faillite. Et quelqu'un d'autre exploitera les travailleurs de toute façon quand même. Puis, il a essayé de m'expliquer comment son entreprise était en concurrence avec des entreprises allemandes et françaises sur le marché mondial, et que s'il commençait à payer les travailleurs correctement au lieu de les aider, il rejoindrait bientôt leur rang. Il m'a dit, demandez aux Allemands et aux Français. Alors, il me semble que cet exemple illustre bien pourquoi la privation de liberté capitaliste doit être comprise comme une privation de liberté structurelle. L'accent sur les structures sociales est utile pour expliquer les actions qui ne sont pas réductibles à ce que tel ou tel individu a fait ou a pensé. Elon Musk, ou bien Peter Thiel, ou Donald Trump, mais aux interactions entre les différents acteurs et des modèles plus larges qui se situent au-dessus des interactions réciproques entre les acteurs qui doivent être aussi prises en compte. Alors, lorsque le politicien et l'oligarque dont je vous ai parlé disent qu'ils aimeraient aider les travailleurs, mais qu'ils ne peuvent pas, ils attirent notre attention sur les limitations de leur comportement. Ils font référence à un cadre plus large de normes au sein duquel leur comportement, répréhensible éventuellement, devrait être analysé. Les normes structurelles établissent des modèles sociaux de fond. C'est à l'intérieur de ces modèles que des acteurs comme eux prennent leurs décisions lorsqu'il y a un conflit comme celui où ils se trouvent. Comment cela peut-il intervenir ? On trouve une excellente illustration de ce problème dans un roman du XIXe siècle de l'écrivain allemand Theodor Fontane, appelé Effi Briest. Je vous résume brièvement l'intrigue et je vous explique comment elle rejoint mon thème principal. Et je vous conseille de lire le roman, qui est un très bon roman quand même. À l'âge de 17 ans, Effi Briest consent à épouser le baron Gerd von Innstetten, qui est beaucoup plus âgé d'elle, et déménage avec lui dans la ville baltique provinciale de Kessin. Administrateur local, Innstetten est absent la plupart du temps, et Effi doit s'adapter à son nouvel environnement. Elle vit dans une grande maison qu'elle croit hantée par des fantômes. Elle s'ennuie, elle se sent effrayée et négligée par son mari. Alors, quelques mois après son mariage, elle succombe à la cour d'un homme marié, le major Krampas, avec qui elle a une liaison, et la liaison prend fin peu après. Sa vie conjugale est restaurée, mais Effi vit depuis dans la peur d'être découverte. Et bien, finalement, ces craintes se réalisent alors que le couple déménage à Berlin. Son mari découvre les lettres échangées entre le major Krampas et Effi, et même s'il s'est passé beaucoup de temps, il se sent qu'il doit défendre son honneur en défiant Krampas en duel et en punissant sa femme. Il finit par tuer, je ne sais pas si je dois vous raconter ça, mais quand même, il finit par tuer Krampas et divorcer d'Effi, qui, reniée par ses parents, vit dans la misère et l'isolement et finit par souffrir de dépression jusqu'à sa mort prématurée. Alors, bien sûr, le cas d'Effi Briest n'est pas unique, pas seulement en comparaison avec les Emma Bovary, les Anna Karenine et les Nora Elmer de ce monde, mais pas seulement aussi selon la façon dont on traitait les femmes au XIXe siècle. Mais dans cette leçon, je ne cherche pas à savoir de quelle forme de contrainte Effi souffre. Je veux plutôt montrer qu'il existe une forme de contrainte dont son persécuteur, et en particulier Innstetten, son mari, souffre également, et chercher à comprendre de quelle forme de contrainte il s'agit.
C'est la même forme de contrainte dont l'oligarque aussi souffre. Lorsqu'on leur demande de justifier leurs actions, de nombreux dominateurs invoqueront les règles d'un ordre supérieur pour expliquer pourquoi ils ont dû agir comme ils ont fait. Ils feront cela même s'il y a peu de crainte de sanctions et en l'absence de toute contrainte ultérieure sur leur action, y compris lorsque leur réputation pourrait rester intacte, comme le montre le cas. Bien sûr, on peut supposer qu'ils agissent de mauvaise foi pour une autre raison et qu'ils se cherchent simplement des excuses, mais on peut aussi être plus généreux, plus indulgent dans notre façon de voir les choses et voir s'il y aurait plus à dire. Alors, lorsqu'ils découvrent l'infidélité, la première réaction d'Anstetten est de demander conseil à un ami. Il admet explicitement qu'il ne veut pas punir Effie. Lorsqu'on lui demande s'il se sent obligé d'agir par vengeance, il répond, et je cite, « J'aime ma femme. Est aussi terrible que je trouve tout ce qui s'est passé, je suis enclin, au fond de mon cœur, à lui pardonner. » Alors son ami lui demande, « Alors pourquoi toute cette agitation ?» Et voici ce que le dominateur d'Effie, Innstetten, a à dire en réponse. Parce qu'il n'y a pas moyen de contourner cela. J'ai tout retourné dans ma tête. Nous ne sommes pas seulement des individus, nous faisons partie d'un tout plus large. Et nous devons constamment avoir égard à ce tout plus large. Nous en dépendons, sans aucun doute. Si je vivais dans l'isolement, je pourrais laisser passer. Mais partout où les hommes vivent ensemble, quelque chose a été établi qui est juste là. Et c'est un code auquel nous nous sommes habitués pour tout juger, nous-mêmes aussi bien que les autres. Et aller à l'encontre est inacceptable. La société vous méprise pour cela, et à la fin, vous vous méprisez vous-même. Vous ne pouvez plus le supporter et vous vous mettez un pistolet sur la tête. Pardonnez-moi, il continue, de vous faire la leçon ainsi, quand tout ce que je dis est ce que nous sommes tous dit 100 fois. Alors voilà, ce n'est pas une question de haine ou de quoi que ce soit de ce genre. Je ne veux pas de sang sur les mains pour le bonheur qui m'a été enlevé. Mais ce quelque chose de social qui nous tyrannise ne tient pas compte du charme ou de l'amour ou des limites du temps. Je n'ai pas le choix, je dois. Alors la position d'Anstetten révèle le même type de réponse que mon oligarque albanais. Elle explique comment la liberté de certains peut être contrainte par la liberté et par l'intervention d'autres qui nous apparaissent comme à la fois libres et non libres. Libres de choisir d'infliger ou non du mal à une tierce personne, et pourtant apparemment si contraints qu'ils ne peuvent pas faire d'autre choix. Le fait qu'Anstetten réfléchit effectivement à la question et qu'il peut prendre une décision sur la punition ou non de sa femme signifie qu'il est dans un sens libre. Le fait que mon oligarque sache qu'il fait quelque chose de mal en ne payant pas les travailleurs correctement montre qu'il a un certain sens de la moralité. Alors clairement, il est à sa portée de faire autrement, sinon il n'y aurait aucune place pour la délibération. Et pourtant, lorsque Anstetten essaye d'identifier les raisons derrière ces décisions futures probables, il souligne la pression des normes sociales. Il nous dit un quelque chose de social qui a été établi et qui est juste là, qui affecte quiconque vit dans un cadre social et les tyrannise, ne laissant à de tels agents aucun autre choix que de se conformer. Ce quelque chose auquel Anstetten se réfère en expliquant les raisons de son action, j'appelle cela une structure sociale. Alors, qu'est-ce qu'une structure sociale?
Une structure sociale peut être comprise comme un ensemble de règles et de normes récursivement impliquées dans la naissance et le maintien des pratiques sociales, qui reflètent différentes interprétations de l'objectif d'institutions sociales et politiques. Les règles et les normes qui façonnent de telles pratiques peuvent être formalisées par leur ancrage dans un système juridique et par l'ensemble connexe de sanctions et de dispositions d'application. Le droit a un rôle important à jouer dans la formation du comportement social parce qu'il structure les règles de fond qui disciplinent ou incitent le comportement des agents et leurs relations les uns les autres. Et dans le cas des fibristes, par exemple, les lois qui structurent la séparation conjugale ou la garde des enfants sont essentielles pour comprendre sa perte de statut dans la société et sa ruine successive. Mais les normes sociales peuvent également être reconnues et appliquées de manière informelle à travers l'adaptation du comportement, la régulation des attentes et la formation d'attitudes pertinentes qui influencent la performance des acteurs dans la société. Et dans le cas de mon oligarque albanais, les attentes, par exemple, concernant la productivité et les conditions dans lesquelles l'innovation peut prospérer, jouent un rôle très important. Alors, par institution sociale et politique, on entend généralement des choses comme la famille, une entreprise, un parti politique, un État, une organisation internationale. Et la mise en avant de structures sociales est utile pour expliquer les actions qui ne sont pas réductibles à ce que tel individu a fait et pensé ou aux interactions entre différents agents, mais qui transcendent ces interactions et qui nous fait penser aux structures sociales qui doivent être prises en compte. Lorsque le mari des fibristes, le baron Anstetten, affirme qu'il existe un quelque chose de social dont nous dépendons et conformément auquel nous jugeons nos actions et celles des autres, il attire l'attention sur les limitations des explications individualistes de son comportement. Il fait référence à un cadre plus large de normes sociales au sein duquel son comportement, vengeur envers Effie, devrait être analysé. Alors, les normes structurelles établissent des modèles sociaux de fond par rapport auxquels le comportement d'un homme typique comme lui prend une décision concernant un conflit typique comme celui où il se trouve. Mais il ne s'agit pas d'Anstetten en tant que tel, ni d'Effie en tant que tel, ni d'Elon Musk ou de Peter Thiel ou de Donald Trump en tant que tel. Et pour revenir à l'exemple de l'oligarque avec lequel j'ai commencé, le problème n'est pas avec l'homme d'affaires en tant que tel, ni avec le politicien spécifique en tant que tel. Il ne s'agit pas de ce qu'ils ressentent et pensent, il s'agit plutôt de ce que quelqu'un dans leur position sociale devrait penser et devrait faire. Leurs jugements et leurs actions sont guidés par une dépendance implicite à un système opaque mais puissant de surveillance. Une autorité invisible qui donne des récompenses ou des sanctions à leur conduite. Étant donné les contraintes structurelles sociales auxquelles il fait face, Anstetten ne peut que penser à punir Effie. L'oligarque ne peut que penser à ne pas payer ses travailleurs. Le quelque chose de social qui détermine comment les gens devraient se comporter dans une situation comme la sienne, souligne-t-il, opère de manière tyrannique. C'est une injustice déterminée par notre appartenance à cette structure sociale spécifique. Alors, pour expliquer ce type de contrainte, j'utiliserai le terme de domination structurelle. La domination structurelle est souvent comprise dans la philosophie comme une contrainte qui pose un problème moral à la liberté, parce que c'est un type d'interférence avec la liberté de décision. Elle est également souvent comprise comme une contrainte sur la liberté qui s'exerce dans tous les cas possibles.
Pour préciser davantage, la domination crée un type de contrainte à la liberté qui semble respecter le choix, mais viole la décision. Alors, l'oligarque, il a le choix. Il peut choisir de licencier ou pas le travailleur, mais il ne prend pas cette décision dans des conditions d'autonomie. Il a peur de perdre ses revenus. Il est soumis à ce que nous pourrions appeler une condition de contrainte structurelle. Et en effet, en soulignant les limites de son action, il attire l'attention sur les contraintes sur la liberté de décision, sur l'interférence du système avec la liberté de faire autrement. Pour préciser davantage, la domination crée un type de contrainte sur la liberté qui n'a pas besoin d'être réelle pour interférer avec la poursuite d'objectifs. Elle peut être juste possible. La simple menace d'interférence suffit à rendre un agent non libre dans le sens de la décision. Pour qu'Effie soit considérée comme dominée, la punition de son mari n'a pas besoin de s'être matérialisée. La menace de punition suffit. Pour que l'oligarque craigne de payer son travailleur correctement, la menace de faillite n'a pas besoin d'être réelle. La simple possibilité suffit. Alors, ici, je vais supposer que la différence entre interférence potentielle et réelle est claire, et je vais me concentrer sur une autre dimension de la domination, telle qu'elle est couramment comprise, à savoir la domination comme un type de contrainte sur la liberté qui résulte de l'exercice d'un pouvoir injustifié par un agent sur l'autre. Alors, philosophiquement, normalement, on peut comprendre ça de deux façons. C'est ce qu'on pourrait appeler la domination agentielle stricte, c'est-à-dire la domination est le résultat d'un choix d'un agent d'imposer sa volonté à un autre. Donc, le cas d'Effie Briest, le mari, les parents, l'amant, ils sont tous des dominateurs au sens strict. Il en va même pour Elon Musk, pour Peter Thiel ou pour votre oligarque préféré. Mais ce qui m'intéresse, c'est le second type et ce que nous pouvons appeler la domination agentielle secondaire. Alors, dans ce cas, les dominateurs, Instetten, Peter Thiel, l'oligarque, exercent leur volonté en raison de l'impact des structures sur leur façon d'agir. Alors, quand, par exemple, Instetten soutient qu'il sent qu'il devrait punir Effie par la pression à se conformer aux conventions et aux normes sociales existantes, il attire l'attention aux structures précisément. Donc, la domination stricte se produit lorsqu'un agent puissant sape directement la liberté d'un autre sans justification. La domination secondaire, elle implique les contraintes indirectes sur la liberté qui découlent de la conformité des agents dominateurs avec les normes et les pratiques sociales dominantes. Et les contraintes sont facilitées par des lois ou par des structures sociales informelles qui tendent à persister en raison des conséquences non intentionnelles des actions de nombreuses autres personnes, qu'elles soient liées les unes les autres ou non. Dans le cas de la domination secondaire, le problème moral n'est donc pas la contribution directe à la privation de la liberté d'un autre agent, mais la conformité intériorisée avec des normes sociales généralement maintenues ou l'échec consistant à agir contre ces normes. Alors, les structures sociales, dans ce cas-là, exercent le pouvoir de manière à ce que la simple menace de sanction en cas de non-conformité affecte la perception que les agents ont d'eux-mêmes au point de leur faire adapter leurs préférences personnelles dans la direction requise pour s'y conformer. Et c'est pour ça que là, la question de savoir quel individu particulier appliquerait les sanctions ou leur permettrait d'exister ne joue pas de problème moral dans la question. Le divorce entre ce qu'on ressent et fait et ce qu'on devrait ressentir et faire dans des conditions d'autonomie
crée un vide qui ébranle les engagements des agents et secoue la perception de leur position en tant que membres d'un ordre social qu'ils croient doivent embrasser. C'est le divorce entre les choix d'objectifs spécifiques et la façon dont sont construits ces choix qui affectent la sélection de ces objectifs. Alors, le symptôme de la domination structurelle est quelque chose de très familier dans la philosophie marxiste, c'est l'aliénation agentielle. Et l'aliénation est le résultat d'un divorce entre la liberté de choix et la liberté de décision, comme je viens d'introduire. Elle est caractéristique d'une condition dans laquelle il y a un examen de la position sociale qu'on occupe sans qu'il y ait nécessairement la liberté d'établir des règles amenant à une action alternative. Et comme on l'a vu, elle est symptomatique d'une certaine restriction de liberté où la simple menace de non-conformité avec les lois de fond et les normes structurelles suffit à paralyser la disposition que quelqu'un a à résister et à changer les normes. Lorsque la domination structurelle est omniprésente, l'aliénation affecte à la fois les dominateurs et les dominés, bien que dans une mesure inégale. L'aliénation est caractéristique d'une condition dans laquelle il y a un examen de la signification de la position sociale qu'on occupe sans qu'il ait nécessairement la liberté de faire les règles amenant à une action alternative. Et comme on l'a vu, elle est symptomatique d'une certaine restriction de la liberté où la simple menace de non-conformité avec les lois et les normes structurelles suffit à paralyser la disposition de quelqu'un à résister et à changer de telles normes. Dans un passage très discuté de la Sainte Famille, Marx souligne comment, je cite, « La classe possédante et la classe du prolétariat présentent la même auto-aliénation humaine. » Et, pour le dire dans les termes que j'ai utilisés, tant les dominateurs que les dominés sont aliénés. Et Marx exprime la différence entre domination agentielle et structurelle en attirant l'attention sur deux proverbes français. Nulle terre sans seigneur, c'est le premier proverbe. Et deuxième proverbe, l'argent n'a pas de maître. Alors que le premier reflète la nature personnelle de la domination par les propriétaires terriens dans les conditions feudales, le second, l'argent n'a pas de maître, caractérise les relations sociales dans une structure capitaliste où tant le capitaliste que le travailleur sont dominés par le capital. Comme il le dit, dans une société bourgeoise, toute relation personnelle entre le propriétaire et sa propriété cesse. Personne n'est fermement connecté avec la propriété particulière qu'il possède et, je cite, l'adage médiéval « nulle terre sans seigneur » est remplacé par le nouvel adage moderne « l'argent n'a pas de maître », qui exprime, Marx nous dit, la domination complète des hommes vivants par la matière morte. Mais Marx va encore plus loin. Il affirme que lorsque le capital domine structurellement, tant les capitalistes que les travailleurs sont aliénés. Tous deux perdent leur liberté. La domination structurelle peut prendre des formes juridiques, par exemple lorsque les travailleurs sont empêchés par des règles juridiques existantes de négocier leurs heures de travail, ou lorsque les capitalistes sont liés par des réglementations internationales qui favorisent les concentrations de gros capital sur les petites. L'analyse de Marx sur la lutte des travailleurs pour réduire la journée de travail est un exemple de la tentative de changer les règles structurelles comprises comme un corps de normes juridiques. Mais, on l'a vu, la domination
peut également être entraîné par des modèles sociaux de comportement et des dynamiques compétitives qui échappent strictement au contrôle de toute juridiction particulière dans les États-nations et qui incitent à un comportement qui a pour résultat la perte de liberté. Alors, les deux types de domination, celles qui fonctionnent, toutes les deux sont des dominations structurelles, celles qui fonctionnent à travers les normes juridiques et celles qui fonctionnent à travers les normes sociales, produisent de l'aliénation. La domination structurelle juridique contraint à la conformité. La domination structurelle sociale augmente le coût de la non-conformité. Et les deux produisent l'aliénation. Le mal produit par l'aliénation consiste dans le divorce entre la liberté de décision, qui devrait caractériser les êtres humains en tant que producteurs autonomes de leur vie, selon Kant, comme on a vu dans les cours précédents, et la réalité de cette décision accablée par des contraintes structurelles. Mais la question de savoir qui permet l'exercice de pouvoir structurel et qui l'exerce ne permet pas de comprendre l'aliénation. S'il y avait quelqu'un à blâmer, soit par contribution, soit par omission, on ne se sentirait pas aliéné, mais enragé. Les structures exercent le pouvoir en étant ordonnées de manière compatible avec certaines interprétations de l'objectif des institutions sociales. Plus la structure est omniprésente, plus l'interprétation qu'on défend est dominante, moins il y a d'espace pour des agents de remettre en question ces interprétations et de les contester. Alors, le problème du dominateur dominé, c'est qu'il est aliéné parce qu'il ressent le malaise d'occuper la position sociale qu'il occupe sans avoir pour autant la possibilité pour sortir des contraintes structurelles de cette position et assumer un rôle différent. Alors, la domination par structure produit l'aliénation chez les agents. Et l'aliénation est d'autant plus omniprésente qu'elle est symptomatique de la frustration de la liberté dans des conditions où ce ne sont pas les agents, mais les relations structurelles, donc l'ensemble de lois, de règles, de symboles et d'objets qu'il incarne, qui sont responsables de l'interférence injustifiée vécue tant par les dominateurs que par les dominés. Alors, un agent aliéné, dans les deux cas, est quelqu'un qui vit tous les symptômes d'une maladie dont il ne connaît pas la cause. Alors, tout cela peut d'abord sembler déroutant. Il peut être assez simple de comprendre comment les travailleurs perdent leur liberté, mais qu'est-ce qu'il en est du capitaliste? Sûrement, pourrait-on objecter, le capitaliste bénéficie de la domination des travailleurs par le capital, ils sont riches. Et sûrement, s'il n'y avait pas de capitaliste, il n'y aurait pas de capital en tant que tel capable de restreindre la liberté de quiconque. Alors comment la domination structurelle peut-elle être primaire et comment peut-elle être irréductible à la domination des agents? Et pour commencer à répondre à cette objection, remarquez d'abord le glissement de la contribution et de la discussion des propriétés des agents capitalistes à la contribution des capitalistes en tant que classe. Il est vrai que s'il n'y avait pas de classe capitaliste, nous ne comprendrions pas ce que signifie la domination par le capital. Mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'une structure sociale détermine les rôles et positions des agents impliqués dans cette structure, de telle sorte que les classes nécessaires pour maintenir la structure font partie de la définition de la structure telle qu'elle est. Si on fait remarquer que la structure ne serait pas là s'il n'y avait pas d'agents avec l'intention de maintenir cette structure, on insiste simplement sur une tautologie. Il est vrai que parler du capital n'aurait aucun sens s'il n'y avait pas de classe capitaliste. Mais ce serait également dénué de sens
s'il n'y avait pas d'usines, de banques et de cartes de crédit. Donc la classe capitaliste, tout comme les banques et les cartes de crédit, sont tous des composants essentiels pour comprendre le capitalisme en tant que structure. Le fait que des capitalistes spécifiques jouent les rôles sociaux qui permettent à la structure capitaliste d'être répliquée n'est pas plus pertinent pour l'analyse morale, pour comprendre la domination par une structure, que le fait qu'il existe des algorithmes spécifiques qui permettent les activités financières et des bâtiments spécifiques qui abritent les banques. Donc, Elon Musk et Peter Thiel n'est pas plus pertinent pour notre analyse morale que l'existence de la succursale de SHBC du bas de la rue. Si Elon Musk n'était pas là, et s'il n'y avait pas de HSBC près de la station de métro Cluny, il y aurait un autre capitaliste et une autre banque jouant les mêmes rôles. Tant que sont en place les règles sociales qui organisent l'activité productive d'une manière conforme aux impératifs du capital, par exemple avec une certaine division du travail et une certaine distribution des rôles sociaux, le tort exercé par la domination structurelle est primaire et irréductible à la domination agentielle secondaire. Mais considérez maintenant la critique suivante. On nous dirait un capitaliste est un agent moral et un agent moral est différent d'un bâtiment, ou du moins on l'espère. Étant un agent moral qui peut prendre ses décisions morales, le capitaliste pourrait, s'il voulait, retirer son soutien à la structure, et si tous les capitalistes faisaient cela, la structure ne serait plus là. Mais c'est vrai, bien sûr, mais d'une manière c'est très banal. C'est banal parce que simplement souligner qu'il n'y aurait pas de capital sans capitaliste ajoute peu à l'analyse morale de la domination structurelle comme un tort primaire. Bien sûr, les classes sociales, elles sont composées d'agents individuels, et alors il est banal de dire que les règles structurelles nécessitent des agents individuels pour être maintenus. Mais il existe une différence importante quant à la manière dont les structures et les agents contraignent la liberté. Les structures contraignent la liberté en créant des rôles sociaux qui permettent la réplication des règles structurelles. Si la domination doit être comprise comme une contrainte moralement problématique sur la liberté, alors la faute est principalement dans la nature moralement problématique de la distribution des rôles sociaux. Ce n'est que secondairement problématique en raison des intentions et des motifs des agents qui se trouvent jouer ce rôle. La structure n'influence pas simplement ou ne permet pas simplement ces agents, elle les crée. Alors que la domination par les agents est un cas d'orientation de ces objectifs d'une certaine manière, par exemple d'une manière qui utilise un pouvoir discrétionnaire pour contraindre la liberté de notre agent. Dans le cas des structures de pouvoir, ce n'est pas discrétionnaire, mais plutôt inscrit dans la façon dont les règles sociales qui composent la structure allouent les positions sociales. J'ai également suggéré que la domination structurelle est un type distinctif de domination et ce qu'elle produit une contrainte distinctive sur la liberté. Et j'ai appelé cette contrainte distinctive sur la liberté aliénation par une structure. Et pour voir comment, considérer à nouveau le problème avec lequel j'ai commencé. Le capitalisme domine à travers le système des règles qui est responsable de la distribution des rôles sociaux entre la classe des détenteurs de capital et la classe de vendeurs du travail. Et il aliène autant les capitalistes que les travailleurs, de bien que de manière inégale. Le patriarcat, l'autre exemple que j'ai donné,
domine à travers le système de règles qui est responsable de la distribution des rôles sociaux entre les hommes et les femmes. Et il aliène autant les hommes que les femmes, bien que de manière inégale. Et c'est là le retour à l'universalisme. Dire qu'il y a des agents qui appliquent les règles et donc remplissent les rôles sociaux que la structure requiert pour être répliqués n'ajoute rien de pertinent à notre analyse morale du mal produit par l'aliénation. Ce tort est irréductible aux autres torts que la domination structurelle pourrait également permettre, par exemple la domination agentielle secondaire. Alors, revenons maintenant à la proposition que j'ai suggérée plus tôt, qui est que les structures dominent en produisant leur propre type spécial de contrainte sur la liberté de décision, une forme de contrainte qui résulte, que j'ai appelée aliénation. Et j'ai soutenu que puisque la domination structurelle affecte à la fois les dominateurs et les dominés, les dominateurs peuvent être aliénés aussi. J'ai également expliqué l'aliénation des dominés en termes de division ou d'aliénation de soi. C'est ça aussi l'aliénation des dominateurs. C'est une sorte de schizophrénie morale entre reconnaître la force des exigences du rôle social qu'on est tenu à jouer en tant que membre de la classe sociale qui est typiquement requise pour jouer ce rôle, et les impératifs moraux qui remettent en question la significance de ces exigences lorsqu'on sort de ce rôle. Maintenant, à la lumière de tout cela, permettez-moi de revenir à ma question initiale. Si les structures créent les classes sociales nécessaires pour les maintenir, quand commencent-elles à se fissurer? J'ai suggéré qu'un symptôme important de la domination par les structures est l'aliénation qu'elles génèrent tant chez les dominés que chez ceux qui sont censés aider à maintenir les règles structurelles, comme dans le cas que j'ai appelé les dominateurs dominés. Lorsque les interprétations dominantes existantes de l'objectif et du but des institutions politiques ne sont plus capables de créer les préoccupations et les engagements des agents qui les maintiennent, alors il y a une crise qui requiert une intervention pour changer le système et ouvrir l'espace à de nouvelles interprétations. Ailleurs, j'ai discuté de la façon dont il pourrait être possible de distinguer entre les nouvelles interprétations qui sont progressistes, on a vu ça la semaine dernière, et celles qui ne sont pas. Et ici, je supposerai simplement que nous savons quand la domination est moralement problématique, et j'essaierai d'expliquer ce que signifie être dominé par une structure. Être dominé par une structure signifie être soumis au pouvoir de normes sociales qui échouent à servir ou ont cessé de servir les préoccupations et engagements de ceux dont les vies sont contraintes par le système. Ces règles ne sont pas arbitraires, du moins pas dans le sens arbitraire que les théoriciens de la domination soulignent lorsqu'ils discutent des cas agentiels de domination, mais elles ne parviendront pas à permettre la poursuite d'objectifs moraux par une pluralité d'agents partageant un monde social, quelle que soit la façon dont nous décidons du seuil plausible pour telle poursuite. Et ça aussi, c'est un élément important à prendre en compte pour une objection cruciale qu'on pourrait poser à mon idée alternative sur la domination structurelle et les implications tant pour les dominateurs que pour les dominés. Et cette objection serait que se concentrer sur la domination par les structures est trompeur, car cela brouille les lignes d'attribution de responsabilité entre dominateurs et dominés. Si nous voulons être conscients des différences entre les agents par rapport aux résultats, alors il est important de ne pas laisser les dominateurs s'en tirer
en leur permettant de blâmer le système, comme l'oligarque albanais avec lequel j'ai commencé. Mais remarquez que cette critique n'arrive pas à faire la distinction entre domination agentielle et structurelle, y compris ce que j'ai décrit comme la domination agentielle secondaire. Parce que, comme je l'ai souligné, aucun de mes arguments ne nie qu'il existe des différences essentielles dans les positions des dominateurs et des dominés, et que le tort infligé aux dominés est moralement beaucoup plus significatif. Et je n'ai pas non plus nié que les caractéristiques structurelles ont des implications importantes pour la façon dont elles permettent la domination agentielle. Mais ce n'est pas tout. Il est important d'insister sur le fait qu'il y a plus de domination par les structures que de domination agentielle secondaire telles qu'elles le permettent. Et l'aliénation des dominateurs en fait partie. Plutôt que de laisser les dominateurs s'en tirer, l'approche structurelle suggère une critique différente, qui déplace l'accent des interventions individuelles des dominateurs agentiels vers un autre type d'analyse, vers une analyse des classes sociales comme générée et reproduite par la domination structurelle. Le changement requis implique à la fois un changement fondamental dans le corps des normes juridiques rendant compte de la domination par la structure et une conscience des règles informelles de la culture de classe ou des modèles de comportement qui facilitent la conformité individuelle ou augmentent le coût de non-conformité. Par conséquent, plutôt que d'absoudre les dominateurs, mon analyse de la domination structurelle facilite un type différent de critique qui met l'accent sur la contribution des classes plutôt que des individus et qui redirige la cible de la critique et de la résistance selon des lignes de classe. Cela justifie une intuition centrale des critiques structurelles traditionnelles de la société qui ont été relativement négligées dans la littérature récente, et cela fournit également une nouvelle perspective à partir de laquelle on contribue au discours normatif existant centré sur la perte de liberté des agents par l'intervention arbitraire de notre agent. L'aliénation, comprise comme la malaise morale provoquée par le divorce entre le point de vue de l'agent moral d'une part et l'occupant d'une position sociale particulière d'autre part, n'est intelligible qu'une fois que nous comprenons le tort des contraintes structurelles sur la liberté comme un type de tort moralement différent de celui de la domination par les agents. Alors, plutôt que paralyser la lutte sociale et de permettre aux capitalistes, aux oligarques de s'en sortir, une mise en avant alternative de la domination par les structures, y compris la domination des dominateurs, permet à cette lutte sociale d'atteindre à des niveaux intéressants. Alors, pour conclure, la question kantienne des conditions structurelles de l'exercice de la liberté externe ne peut pas être traitée ni au niveau personnel, ni au niveau spécifique d'un groupe, ni au niveau de l'État-nation. Elle doit être formulée de manière à ce que nous puissions comprendre ce qui ne va pas avec la structure capitaliste en tant que structure qui génère l'aliénation et qui sape la liberté, mais qui sape la liberté de décision non seulement des travailleurs, mais aussi des capitalistes, non seulement des capitalistes, mais de toute l'humanité. Je vous remercie. À la semaine prochaine.